Direct dans cette guerre en Ukraine, nous allons nous intéresser, nous allons partir à Moscou en fait, à l'instant où il y a le ministre des Affaires étrangères, voilà Andrei Lavrov qui devrait s'exprimer prochainement. Il doit parler justement de cette guerre en Ukraine. Vous le savez que c'est un des porte-parole, un des très proches de toute façon de Vladimir Poutine. Il est en plus, alors même pas que de Vladimir Poutine, ça fait combien de temps d'ailleurs Lavrov qu'il est, je crois, ministre des Affaires étrangères. Il était là déjà il y a bien longtemps, bien avant. 18 ans. 18 ans. 18 ans. Voilà, 18 ans. donc il connaît. Et aujourd'hui, il est indéfectiblement derrière Vladimir Poutine. Indéfectiblement. Et il justifie à chaque fois la guerre en Ukraine. À chaque fois. Ceci étant dit, Sergei Lavrov était celui qui avait préparé l'acte de la fin de la guerre froide en 92, lorsqu'il était adjoint au ministre des Affaires étrangères de l'époque, Andrei Kozyrev. Les évolutions sont parfois insondables. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, Sergei Lavrov, on s'interrompt, on sort un petit peu de la guerre sur place. On voit le G7 aujourd'hui, Jean-Marc Maril, qui a réuni donc ses ministres des Affaires étrangères, qui a reconnu aujourd'hui, qui a dit nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au bout, dans ses frontières. Ce n'est pas à Vladimir Poutine de nous imposer les frontières. On sait que Lavrov avait été particulièrement vexé aussi de ce qu'avait dit Ursula von der Leyen en disant qu'il y avait un plan. Alors attendez, on va écouter justement le début de la déclaration de Sergei Lavrov. Je suis ravie d'être ici à cette assemblée. C'est une date ronde. La dernière fois, nous nous sommes rencontrés le 2 octobre et j'ai l'impression que c'était à une autre époque historique. Mais tout d'abord, je vous souhaite un bon anniversaire de 30 ans au Conseil de politique extérieure et de défense qui réunit beaucoup d'experts en matière des questions de politique extérieure. Ce Conseil regroupe les professionnels, les hommes politiques, les scientifiques, les journalistes, les entrepreneurs, ce qui permet d'avoir toutes ces années l'expérience pratique et les connaissances très précises, comme on dit, la connaissance de la matière. Et le Conseil de politique extérieure et de défense a des analyses, des discussions, des différents points de vue qui se confrontent régulièrement. Ce serait banal de le dire que cette réunion a lieu pendant un moment qui est un moment crucial et un tournant. Et il y a eu des publications en ce sens, des experts qui disent que nous, comme au début du siècle dernier, nous sommes ici à la croisière des chemins historiques, à la croisée des chemins historiques, et nous avons ces ressentiments et notre pays analyse et fait ses choix. Nous analysons et ce choix, il est pratiquement déjà fait. Il est lié au fait que l'Occident collectif a déclaré la guerre totale et hybride à nous. Et je ne sais pas combien de temps cela peut durer, mais tout le monde ressentira les conséquences. Nous avons tout fait pour éviter la confrontation frontale, mais si le défi nous est lancé, nous, les sanctions, nous y connaissons. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est une vague qui viendrait des cavernes, une vague russophobe dans ces pays occidentaux qui négligent la politesse, les normes de droit et annulent tout ce qui est russe et tout leur est autorisé, y compris le vol, et sont persécutés nos artistes, nos scientifiques et nos Russes. Et les diplomates doivent travailler dans des conditions extrêmes, parfois avec le risque pour leur santé et leur vie, mais même pendant la guerre froide, il n'y avait pas de telle expulsion de diplomates, expulsion de masse et synchronisée. Cela aggrave les relations avec l'Occident, mais cela libère aussi les forces et les ressources humaines pour travailler dans les domaines avec lesquels il faudra lier l'avenir de notre pays. Et nous remplissons nos devoirs consciencieusement et il n'y a pas eu de possibilité, et personne n'a trouvé de traître parmi les diplomates, non. Et donc, nous faisons tout pour défendre les droits et les intérêts de nos citoyens à l'étranger après la réaction hystérique de l'Occident
relative au début de l'opération militaire spéciale, quand tous les vols ont été stoppés, nous avons aidé nos ressortissants qui se trouvaient à ce moment à l'étranger à rentrer. Et puis, il y a aussi des objectifs et les tâches courantes des consulats pour les citoyens russes. Et c'est vrai que cette situation nécessite d'adapter notre fonctionnement diplomatique pour remplir les objectifs et défendre les intérêts. Mais il ne s'agit pas tellement de l'Ukraine. L'Ukraine est un instrument de dissuasion du développement économique et pacifique de la Russie. Et les Américains ont commencé à préparer tout cela après la fin de la guerre froide et ont commencé ce chemin de l'hégémonie et une des voies est l'élargissement de l'OTAN à l'Est. Nous expliquions pourquoi il ne fallait pas le faire, nous expliquions quelles étaient nos lignes rouges, nous étions souples pour rechercher des compromis, mais en vain, et le président l'a rappelé lors de son discours le 9 mai sur la place rouge. Aujourd'hui, les Occidentaux sont prêts à agir contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et par cela, ils affaiblissent l'Europe et libèrent les marchés pour leurs propres produits militaires, techniques et autres. Et nous, les États-Unis, la Chine, tout le monde comprend qu'aujourd'hui, la question est sur la table. Est-ce que le monde pourra devenir juste et multipolaire, ou si un petit groupe de pays pourra imposer à la communauté internationale leur vision de quelques peu d'élus qui décideraient de tout, et le concept de l'ordre qui se base sur les règles. Personne n'a vu ces règles, mais c'est imposé à toute la communauté internationale. Et il y avait le ministre des Finances qui disait qu'il fallait commencer par les valeurs de démocratie libérale. Et puis, elle disait que les États-Unis soutiendraient les chaînes d'approvisionnement compte tenu de ces pays qui partagent les valeurs morales et autres. Donc, nous comprenons de quoi il s'agit, c'est-à-dire les dollars et les systèmes monétaires, ce sera uniquement pour ceux qui suivent les règles américaines. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il sera puni. Et il s'agit non seulement de la Russie, mais sous cette menace ou ce coup se trouvent tous ceux qui ne suivent pas cette politique américaine et notamment il y a des tentatives de faire entrer l'Inde dans cette unité de l'Amérique et de l'OTAN. La doctrine Monroe qui, du coup, est utilisée. Est-ce que les Américains sont prêts aujourd'hui à suivre la Charte des Nations Unies qui dit qu'il y a l'égalité souveraine des pays? Les règles ne prévoient ni démocratie ni pluralisme à l'Occident. Il s'agit uniquement d'obéissance sans réserve à Washington et leurs acolytes. Et les projets anglo-saxons pour imposer le monde unipolaire en sacrifiant la qualité de vie des Européens et leurs intérêts pour servir les intérêts des États-Unis. Octobre 2014, Victoria Nuland, quand elle parlait à l'ambassadeur américain à Kiev en plein Maïdan, comment elle avait parlé des plans de Washington de reformater l'Ukraine avec l'Union européenne. Voilà, sa prédiction a été réalisée et l'Union européenne maintenant est fusionnée avec l'OTAN, se soumet à l'OTAN et parle des ambitions globales. Quelle union de défense? Quand on nous dit que l'élargissement de l'OTAN, c'est défensif et qu'il n'y a pas de menace pour personne. Si nous écoutons Stoltenberg, les Américains et les Anglais, la ligne de défense qui traversait le mur de Berlin pendant la Seconde Guerre, pendant la guerre froide, a été repoussée et élargie 5 fois vers l'Est. Stoltenberg, Lee Strass et autres disent que
l'OTAN a la responsabilité globale pour résoudre les questions de sécurité dans la région Indo-Pacifique. Donc, la prochaine fois, cette ligne sera mise dans cette région-là. Et donc, ils disent que l'OTAN doit remplacer l'ONU dans la politique et pour l'économie, ce sera le G7 qui gérerait le tout et ils inviteraient au cas par cas ceux qui pourraient juste faire présence, qui serviraient l'Occident. Et nous, nos experts le reconnaissent, mais à demi-mot. Et voilà ce qui se passe. Et en dehors de l'Occident, le monde comprend qu'il devient de plus en plus multipolaire. C'est inévitable. De plus en plus de pays veulent avoir la vraie liberté, participer à des projets d'intégration. De plus en plus de pays dans l'Asie et l'Amérique latine ne sont pas prêts à céder leurs intérêts à ceux qui étaient avant dominateurs ou notamment tout ce qui était héritage colonial. Et du coup, l'Occident n'est plus perçu comme l'horizon du développement et de prospérité. Il n'y a pas de garantie contre expropriation ou les actions de pirates de la part de l'État. Les technologies, les démonopolisations de l'économie mondiale, ce n'est pas pour dans longtemps. L'Occident, on dit, ne nous entendra pas, ne voudra pas nous écouter, et ça se passe. Ça se passait avant l'opération spéciale. Cet article disait que la réorientation des actifs des Occidentaux se fait, et je sais que Sergei Karaganov soutenait cet axe, et nous voyons que le processus a commencé. Nous étions ouverts au dialogue équitable, car nos voisins occidentaux, trop sur deux, sous le diktat de Washington, ont voulu annuler l'interaction avec la Russie. Nous voyons donc le processus qui se déroule. Les relations entre la Russie et la Chine sont au beau fixe. Il y a le partenariat stratégique avec l'Inde, avec l'Algérie, avec l'Égypte. Les relations avec les pays du Golfe sortent à un nouveau niveau. L'Asie du Sud-Est également, d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique latine. Donc nous voyons que maintenant, à ce moment tournant, comme on dit, la place de la Russie et de tous les autres se détermine dans le monde d'après. Et nous sommes prêts à résister à tous les coups et à renforcer nos positions pour le développement intérieur conséquent de notre pays pour améliorer la qualité de la vie de nos citoyens. Donc, il y a beaucoup à faire, mais dans la situation actuelle, nous voyons le changement de perception de ce qui se passe, et il est important à toutes les étapes d'avoir des rencontres, des réunions sous l'égide du Conseil de la politique extérieure et de défense, car depuis longtemps, cela permet de générer les idées utilisées pour beaucoup et pour notre politique extérieure. Merci. Voilà, vous avez pu suivre en direct sur LCI. Vous voyez encore à l'image la déclaration de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Il est actuellement donc au Conseil politique extérieur et de défense. Alors il a dit des choses, on va le décrypter, mais juste avant, je voudrais revenir, André Filard, sur cette personnalité de Sergei Lavrov. Juste, ça fait longtemps qu'il est ministre des Affaires étrangères. Ça fait 18 ans qu'elle est ministre des Affaires étrangères, ce qui lui fait une longévité sans pareil. Ce n'était que Andrei Gromyko, le ministre, le monsieur Niet de la guerre froide, qui, pour l'instant, tient encore le palme d'or, mais il peut, si tant est que le régime subsiste, il peut le dépasser. Et c'est un proche de Vladimir Poutine.
Et c'est un proche de Vladimir Poutine. Ce n'est pas un proche historique de Vladimir Poutine. C'est un allié de circonstance. Et c'est quelqu'un qui, dans les années 90, a commencé comme un des acteurs de la politique étrangère russe les plus pro-occidentaux. Le fameux document de 92 signant la fin de la guerre froide entre Boris Yeltsin et George Bush Senior a été préparé par Sergei Lavrov. Il n'était pas signataire parce qu'il était adjoint au ministre des Affaires étrangères, mais il était l'auteur de la version de la mouture russe du document. Donc quand on fait un peu en 30 ans est tout à fait spectaculaire. Quand on fait un peu d'histoire et que là, il vient en direct de déclarer qu'à propos de la guerre en Ukraine, l'Occident nous, Russes, donc déclaré la guerre, c'est complètement différent de ce qu'il pensait il y a 30 ans alors. Dans les faits, on ne peut pas être dans la tête. Bien sûr. Je n'ai aucun don divinatoire ni médiumnique. Je ne peux pas. Mais là, on peut imaginer que. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le Sergei Lavrov qu'on connaissait dans les années 1990. D'accord. Donc là, on est vraiment aujourd'hui. L'Occident nous a déclaré la guerre. On est dans cette posture russe de Vladimir Poutine. Pour lui, c'est-à-dire qu'il a retourné le problème. En fait, c'est pas lui l'agresseur, c'est l'agressé. Oui. En fait, c'est le raisonnement initial, c'est-à-dire j'agis en Ukraine parce que l'OTAN me menace. Donc c'est la continuité du discours. Oui, c'est ça. Oui, André. Oui, mais je pense aussi qu'il y a un élément très important. Ce discours-là se fait après, d'ailleurs, Sergei Lavrov y fait référence, après le discours de Vladimir Poutine du 9 mai. Nous ne pouvons pas être vaincus par l'Ukraine, qui n'est pas un État, qui n'est pas un peuple, qui n'est pas une nation. Donc, nous ne sommes de ce fait pas en guerre en Ukraine, puisqu'il n'y a point d'Ukraine. Nous sommes en guerre contre l'Occident, qui instrumentalise l'Ukraine pour menacer nos intérêts vitaux. Donc là, Sergei Lavrov est totalement dans ce prolongement de ce discours presque de justification, parce qu'à mon avis, il se rend compte que l'erreur a été monumentale et maintenant, il faut trouver des portes de sortie. Nadia Feniouk, quand vous avez entendu avec nous ce discours de Sergei Lavrov, donc une personne qui est chargée de distiller la parole du gouvernement russe à l'étranger, tout de même, quand vous entendez ça, cette justification, en gros, que ça serait lui l'agressé. Exactement. Je pense que c'est leur but d'expliquer que c'est pas la Russie, contourner la situation, ils mettent la faute sur d'autres pays. Et déjà, comme ils ont dit que l'Ukraine n'existait pas, le peuple aussi, c'est l'ensemble de la Russie. Donc c'était une erreur. Et comme, en fait, c'est continuité le discours de Poutine. Et à chaque fois, il essaie de justifier et essaie de prévoir des pas à l'avance. Comme avec Algérie, avec le gaz, parce que l'Europe voulait acheter le gaz en Algérie. Et il est parti là-bas, il a discuté, il a un peu menacé. Parce que si on voit que l'Algérie achète la plupart des armes lourdes, comme des avions, des sous-marins, en Russie. Donc, ils essaient de menacer pour ne pas qu'ils fournissent le gaz en Europe. En Europe, c'est ça. Sergei Lavrov, en effet, était cette semaine, en début de semaine, je crois, oui, à Alger. Une chose aussi, général Jean-Marc Maril, l'argument est assez étonnant. Il dit, Sergei Lavrov, j'ai noté, l'Ukraine, le pays de l'Ukraine, empêche le développement pacifique de la Russie. Oui. C'est incroyable de justifier ça. En gros, c'est une provocation permanente tous les jours. On ne peut pas être en paix parce qu'il y a l'Ukraine à côté. C'est bizarre parce que même jusqu'à présent, l'Ukraine étant un pays libre depuis quelques temps maintenant, on comprend qu'il soit très énervé alors, depuis le temps. Non, mais c'est la justification, on voit qu'il y a, ce que disait André Fillard, ils ont beaucoup de mal tout de même à justifier. Ah bah oui, hein, il est très clair qu'ils ne peuvent pas justifier. Vis-à-vis de l'Occident, ils n'ont aucune chance de faire passer ce type de message et de discours. Maintenant, à qui il s'adresse ? Il s'adresse à son peuple. Bien sûr. Ça, c'est un message pour les Russes. C'est un message à usage interne. Oui, d'accord. Et même quand il dit aujourd'hui, la chose qui peut par contre inquiéter un petit peu, on l'a bien vu parce qu'il y a des outrances, mais quand il dit nos relations sont très bonnes avec la Chine, pourquoi il dit ça maintenant ? Parce qu'il a besoin de le redire, parce qu'il y a une tentation peut-être de la Chine de ne pas vouloir prendre parti. À mon sens, il a besoin de le dire justement parce que leurs relations avec la Chine ne sont pas aussi bonnes qu'il aurait souhaité. En revanche, ce qui est très intéressant, j'écoutais attentivement et en russe et en traduction française, donc j'ai le double écoute, si vous voulez. Il a cité à 4 reprises le sous-continent indien. Donc on voit comment cette alliance qui semblait au début de la guerre encore tout à fait soudée avec la Chine commence à se fissurer puisque le positionnement de la Chine montre beaucoup plus de prudence que d'enthousiasme et d'engouement, se déplace vers l'Inde. Et en gros, là, on a un discours, c'est pas pour rien qu'il cite la doctrine Monroe, on a un discours d'un autre temps, on a un discours du grand jeu de Kipling entre les Britanniques et aujourd'hui les Américains et la Russie se jouant une partie d'échecs en Inde et dans la région Indo-Pacifique. Donc là, je pense qu'il y a un déplacement de curseur qui est en même temps un glissement sémantique qui veut dire que maintenant, nous misons sur l'Inde, puisque la Chine a quand même peu ou prou trompé nos grandes espérances. Mais on est reparti, c'est vrai, quand on voit la manière dont il parle des États-Unis, aussi véritablement Jean-Marc Maril, Sergei Lavrov, on a l'impression que c'est une nouvelle guerre froide. Est-ce qu'on peut employer ce terme ? Parce que là, l'Amérique, il dit tout le monde doit s'aligner derrière l'Amérique. Enfin, on a l'impression de revenir dans les 70. Quoi.
Oui, en quelque sorte, simplement que c'est une guerre froide un peu chaude. Très chaud. Très Je chaud. trouve qu'elle s'est beaucoup réchauffée, même trop, par rapport aux années 70. Oui. C'est quand même dangereux ce qui se passe, hein, parce que les États-Unis ont quand même une action extrêmement forte pour soutenir l'Ukraine. Ils leur donnent beaucoup de moyens. Au niveau du renseignement, ils sont extrêmement présents. Donc, ça veut dire que les Russes ont peut-être une tendance à considérer que les Américains sont pas loin de la co-belligérance. Oui. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, Monsieur Guénaud, il n'y a pas très longtemps, faisait part... Henri Guénaud, oui, faisait part de son inquiétude par rapport à la montée des tensions. Oui. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une période délicate, dangereuse, et qu'il faut quand même faire attention. Et le fait que le président Macron ait son attitude quand même extrêmement mesurée est un élément qui, je pense, est très important dans le contexte international. Nadia Fenouch. Je voulais ajouter concernant la Chine, parce que j'ai quelques personnes que je connais en Russie, Oui. Et on a échangé maintenant, et les Russes commencent de se poser des questions. Comment tous les pays sont contre la Russie, donc peut-être qu'il y a vraiment un problème. Et même, ils ont créé sur Telegram des petits groupes. Il y avait beaucoup d'explosions sur les lieux industriels où ils ont brûlé plusieurs maisons. Donc, Ouais. c'est ces personnes-là. D'accord. Et pour montrer à la Russie qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres pays qui sont leur soutien. Je pense qu'il a parlé de la Chine, d'Inde et d'autres pays pour montrer que le monde est divisé. Et la Russie n'a pas resté seule. En docteur. Oui, j'ai deux remarques quand même. Vous me posiez tout à l'heure, cher Jean-Mathieu, la question sur la personnalité de Sergei Lavrov. Donc, jusqu'à récemment, on imaginait, et sans doute non sans raison, que Sergei Lavrov était véritablement la bouche de Vladimir Poutine. Vous passez la métaphore. Depuis l'épisode de sa saillie antisémite faisant le président Zelensky, après laquelle Vladimir Poutine était obligé de passer un appel à Naftali Bennett pour s'excuser. Or, s'excuser et Vladimir Poutine, c'est un oxymore. Oui. C'est impossible. Mais on sait que Vladimir Poutine, comme tous les monstres shakespeariens, a un trait humain qui le rend multidimensionnel. Il n'est pas antisémite. Ça a des raisons dans sa biographie, le rôle de son entraîneur de judo qui était d'origine juive, etc. Pour lui, c'était quelque chose qui montrait que Sergei Lavrov s'octroie désormais des libertés, des improvisations qui ne sont pas validées lieu au lieu. Mais ça, c'est un épiphénomène. Ce qui est intéressant, le seul officiel américain cité dans le discours de Sergei Lavrov tout à l'heure est Victoria Nuland. Alors, qui est-il Victoria Nuland, c'est une dame. C'est aujourd'hui, me semble-t-il, une porte-parole du secrétaire d'État des États-Unis. Et Victoria Nuland était celle qui, il y a une dizaine de jours, je n'ai pas la date exacte en tête, ça devait tourner autour du 27 avril, a annoncé que si jamais la Russie emploie une arme nucléaire, ne serait-ce que tactique et de faible capacité, les conséquences pour la Russie et personnellement pour Vladimir Poutine seraient désastreuses et imprévisibles. D'accord. Donc l'usage la nomination express d'une seule personnalité occidentale dans ce discours me semble quand même relativement lourd de sens, parce que ça, ce n'était pas une improvisation. Alors nous sommes en train de parler de ce discours de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, un discours d'une vingtaine de minutes. En cours duquel Sergei Lavrov est revenu en essayant de justifier ce qu'ils appellent une opération spéciale en Ukraine, en nous disant que nous, occidentaux, avions déclaré la guerre à la Russie. Et vous allez voir qu'il va se servir aussi d'un argument qui, il est vrai, touche aujourd'hui même des artistes russes. C'est ce qu'on appelle la russophobie. Et bien regardez, Sergei Lavrov en a parlé. Ces pays occidentaux qui négligent la politesse, les normes de droit et annulent tout ce qui est russe. Les diplomates doivent travailler dans des conditions extrêmes, parfois avec le risque pour leur santé et leur vie, mais même pendant la guerre froide, il n'y avait pas de telle expulsion de diplomates, expulsion de masse et synchronisée. L'expulsion de masse de diplomates, Jean-Marc Maril, pire que la guerre froide, nous dit Sergei Lavrov. C'est vrai qu'on est dans un climat, comme vous disiez, de tension extrême. Là. Oui, c'est un climat de tension extrême que les États-Unis menacent d'intervenir quasiment en disant que si les Russes intervenaient avec des armements, si les Russes se servaient d'armements nucléaires, même tactiques, ça serait catastrophique pour Poutine et la Russie. Mais là, on est dans une escalade d'idées. Et les escalades d'idées, ça peut aboutir à des escalades de moyens. Et je pense que dès qu'on est dans le nucléaire, il faut être extrêmement prudent dans ces déclarations. Nadia Fenouch, sur justement ça aussi, sur ce sentiment de temps en temps. Alors Sergei Lavrov, il mélange tout exprès. Mais il est vrai que quand on ne distingue plus de temps en temps des artistes russes, du pouvoir russe, de temps en temps, quand on ne veut... Même
des restaurants qui n'accueillent plus, des restaurants russes qui n'accueillent plus de clients parce qu'on dit ah bah non c'est la Russie. Est-ce que voilà il y a de temps en temps une confusion qui ne va pas aller vers la cause ukrainienne. Il faut diviser parce qu'il y a des personnes qui soutiennent la guerre et sur les réseaux on voit beaucoup de vidéos, ils disent il faut tuer les Ukrainiens parce qu'il y a même moi je vois ça tous les jours et nous on généralise un peu parce qu'on pense que tous les Russes sont comme ça, mais même moi j'ai plein d'amis et je sais qu'ils aident beaucoup etc. Mais c'est vrai, c'est pas genre russophobie mais quand même c'est pas comme avant. Ouais, c'est ça. Oui, et même les personnes, les artistes qui soutiennent la guerre, maintenant, ils réalisent qu'ils perdent leur concert et ils gagnent beaucoup moins. Et je pense que même eux, ils reviennent vers le gouvernement russe en disant c'était pas l'accord. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de protéger un peu et parler de ça. Oui, c'est ça. Une chose en effet, il a aussi parlé bien sûr de l'OTAN, hein, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment de nouveau. C'est de nouveau tendance de parler de l'OTAN parce que certains étaient en mort cérébrale. C'est revenu. Et là, Sergei Lavrov a dit que l'Union européenne se soumet totalement à l'OTAN. Voilà. Et aujourd'hui, ça veut dire que l'Union européenne est un adversaire véritable pour le pouvoir russe. Elle est devenue, puisque encore au mois de mars, il y a eu quand même deux interventions tout à fait symboliques. Dimitri Peskov, la porte-parole du Kremlin, annonçait urbi et urbi que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne posait aucun problème pour la Russie, puisque ce n'est pas une organisation militaire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a quand même l'article 47.2 de Lisbonne, du traité de Lisbonne. Voilà, du traité de Lisbonne, d'un côté. De notre côté, il y a eu une longue interview de Vladimir Zelensky aux journalistes russes, justement à ces journalistes russes qui ne soutenaient pas la guerre et dont il faut distinguer clairement de la presse et de la propagande russe qui entretient cet engouement militariste, où il disait qu'un des premiers points sur lesquels on peut véritablement avoir une négociation, c'est précisément l'adhésion à l'OTAN et le statut neutre. Grosso modo, en date du 15 mars, aussi bien l'Union européenne d'un côté que l'OTAN ne posait problème, l'OTAN ne posait plus problème à l'Ukraine, l'Union européenne ne posait pas encore problème à la Russie. Aujourd'hui, il y a un amalgame. Évidemment, et naturellement, les demandes, la demande sudo-finlandaise, puisqu'il faut les prendre en tandem, malgré des contingences quand même relativement différentes, historiques, politiques, géographiques également, ça agace énormément la Russie, mais ça l'agace justement parce qu'elle n'a pas de moyens de freiner cet élargissement de l'OTAN qui les exaspère. Mais en même temps, dans le discours programmatique du 23 février, Vladimir Poutine, à 2 reprises, fait part de son ressentiment. Et pour une fois d'un ressentiment qu'on pourrait comprendre, qu'en 1997 et en 2001, lorsque la Russie a déposé les demandes d'adhésion à l'OTAN, ces demandes n'ont même pas été examinées. Oui, c'est ça, oui. Même pas regardé, c'est ça. Même pas regardé. Ils n'ont pas reçu un avis défavorable. Ça n'a même pas été examiné, soumis à l'examen. Donc il y a une sorte de schizophrénie otanienne des dirigeants russes qui n'est pas si difficile à décoder, mais qui sera très difficile à contrer sur le terrain, et surtout pour l'armée ukrainienne qui doit vivre ça au jour le jour. Jean-Marc Marican, aujourd'hui aussi on parle de l'OTAN, donc on parle bien sûr de la Finlande, là récemment il y a la Suède, et juste en face de la Suède, il y a cette petite enclave russe qui est au-dessus de la Pologne en fait, qui s'appelle Kaliningrad, et ça qui est une menace véritablement aussi pour l'Europe, parce qu'on sait qu'il y a énormément de troupes. En fait, Kaliningrad n'est qu'une caserne en fait véritablement. On sait que presque il y a des bateaux forcément, il y a aussi on dit peut-être des armes nucléaires. Est-ce que c'est un endroit qui peut devenir très stratégique, très important et très dangereux dans les prochaines semaines? Et ça serait dangereux si jamais quelqu'un avait l'idée de s'en emparer. Sinon, ça fait un grand camp de prisonniers. Donc je pense que non, c'est pas un gros problème. Dès l'instant où il n'y a pas de guerre. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on regarde quand même de près. J'imagine aujourd'hui, c'est entouré. C'est dans l'Union européenne tout de même. Hein, bien sûr. C'est aujourd'hui. Et il est vrai que et dans l'OTAN. Oui, bien sûr, dans l'OTAN. La Lituanie et la Pologne sont tous les deux membres de l'OTAN. Donc c'est totalement encerclé par les terres en tout cas et par les mers, parce que les eaux territoriales appartiennent à la Lituanie et à la Pologne de l'OTAN. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est le retour de l'OTAN, de l'Union européenne, des institutions finalement qu'on pensait un petit peu pas poussiéreuses, mais je dirais un peu passées. Ça vous étonne, non? Mais c'est plutôt bien parce qu'on réalise que c'est important d'avoir des alliances comme ça qui peuvent protéger d'autres pays. Pourquoi Finlande? Parce qu'il voit qu'il a des risques. Et même depuis qu'il a annoncé qu'il veut faire partie de l'OTAN, combien de menaces on a eu? Même avec Kaliningrad, ils ont dit plusieurs fois que attention, on a des armes nucléaires. Et c'est pas...
il joue avec des mots. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de discours, Sergei Lavrov, il peut séduire d'autres pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut aujourd'hui, comme il met en avant, par exemple, les États-Unis, il refuse de marcher vers les États-Unis, est-ce que finalement il peut rallier un certain nombre de pays? On sait déjà qu'il y a des pays qui sont proches de lui, la Syrie, le Venezuela, voilà. Bon, jusqu'à présent, il y a 5 pays qui ont toujours voté à l'ONU depuis le début de l'opération spéciale, c'est-à-dire de la guerre en Ukraine. Ce sont la Biélorussie, la Corée du Nord, la Syrie, le Venezuela et l'Érythrée. Bon, on voit quand même la quintette. On sent quand même un certain fil conducteur. On sent dans la quintette une certaine partition commune, disons. Et non, évidemment, la Russie n'est absolument pas satisfaite de cette petite musique puisqu'elle est toute petite et perçue comme telle par la communauté internationale. Non, en revanche, justement, encore une fois, c'est un discours d'un temps passé puisque là, Sergei Lavrov ressuscite le spectre des pays en voie d'adhésion. Et on sait que les pays du Maghreb, l'Afrique subsaharienne, les pays d'Amérique latine, l'Inde surtout, peuvent être ralliés de force ou de gré, par intérêt ou par engouement, à la cause russe. Merci beaucoup, en tout cas, pour toute...